Et nous vous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction le Maroc pour parler du séisme. Rabat rejette l'aide de la France. Nous en parlons avec nos deux invités ici sur ce plateau, avec mon bon enfant Agbovi et Ashraf Orosama. Direction donc le Maroc, comme je le disais. Après le séisme, plusieurs pays se sont proposés pour venir en aide au Maroc. Le Maroc a finalement rejeté certaines offres, dont celle de la France, ce qui a suscité beaucoup de polémiques. On sait que les relations sont très tendues avec le Maroc, entre le Maroc et la France sur plusieurs plans, sur la question du Sahara occidental, la question des la question des écoutes, Pegasus, également la question des visas accordés aux Marocains. La France avait entre-temps posé des restrictions par rapport à la délivrance des visas. Est-ce raison pour laquelle le Maroc a rejeté l'offre française? Pourquoi la France n'a pas été acceptée à venir en aide aux sinistrés marocains? Nous en parlons avec vous. Ma première question est: qui veut la prendre? Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette position du Maroc face à l'offre faite? D'ailleurs, je rappelle, c'est la France qui fait l'offre, mais finalement qui n'est pas acceptée par le Maroc. Bon enfant. Bien, j'aimerais bien, avant de répondre à cette question, parler un peu de ce que mon confrère a dit tout à l'heure. Sur le sujet du Niger. Du Niger. Ok, oui, vous savez, moi je n'aime pas l'hypocrisie politique. C'est ce que nous faisons en Afrique, l'hypocrisie politique. Ah bon? Peut-être nous voyons la chose, nous n'arrivons pas à dire, bon, et chacun a sa raison. Les juristes là nous disent qu'ils sont les garants de la Constitution, mais ils étaient ici. La CEDEAO était ici. Quand l'Ivoirien là, comment on l'appelle, le président ivoirien Alassane Ouattara a coupé la tête dans la Constitution pour briguer troisième comment on l'appelle, troisième mandat. La CEDEAO était où? Ce que Macky Sall a voulu faire la fois passée, malgré les... Bon, quoi qu'on dise, si Sonko n'a pas bien fait, quand même, le poids de Sonko... Ce n'est pas une évidence, ce n'est pas formel. Je dis si ce n'est pas que Sonko a... C'est vous qui estimez que c'est grâce à Sonko. Je dis, allez directement à ce que vous voulez dire, on va laisser tomber les exemples, s'il vous plaît. C'est pour dire quand même que la CEDEAO, M. Ashraf doit savoir que la CEDEAO même, en soi, c'est qu'elle se cherche. Aujourd'hui, le problème du Niger pose des non-problèmes à la CEDEAO. Ce n'est pas au niveau du Niger que la CEDEAO va dire que ça suffit. Non, il y a des choses. Vous avez posé la question à Ashraf tout à l'heure que avant Niger, il y avait quand même 3 coups d'État. Ouais. 3 coups d'État avec lesquels la CEDEAO a d'ailleurs annoncé la consommation et discuté avec la junte. Et c'est ça qui a amené la paix. Et aujourd'hui, la junte de ces pays est en train de travailler pour arriver à la feuille de route de la CEDEAO. Pourquoi ce coup d'État au Niger frappe les yeux de certains présidents de notre population? Il faut arrêter. Et aujourd'hui, il faut que mon frère Ashraf sache que aujourd'hui, s'il me dit ici que la France ne chuchote pas les choses dans les oreilles de certains chefs d'État, je vais les citer. Il y a Ouattara, il y a Macky Sall, il y a Patrice Talon. C'est déjà là. Pourquoi les trois là sont en même position avec la France? Vous dites ça, ils sont libres d'avoir leur position. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ils ont la liberté. Ashraf doit savoir. Ashraf doit savoir que nous n'avons pas besoin des chuchotements de la France dans nos oreilles pour diriger notre pays. C'est ce que je fais. Vous n'avez pas les preuves. C'est ça que je veux lui refuser. C'est ça que je veux lui... À chaque fois, on dit seul les preuves, alors que les choses sont consommées. Non, mais vous n'avez pas les preuves. Merci beaucoup. Celui qui demande la preuve, c'est la vérité que l'autre dit. Celui qui demande la preuve, c'est ce que l'autre dit, c'est la vérité. Donc c'est une parenthèse. Revenez maintenant à ma question. Si je reviens maintenant à la question de savoir ce qui pourrait amener le Maroc à refuser l'offre de la... Vous-même, vous venez de dire dans votre introduction, vous savez que la relation est malsaine entre Rabat et Paris. Donc, moi, quand j'ai écouté ça, j'ai été très satisfait parce que je ne suis pas dans les collimateurs de la France. Donc, tout ce que la France va faire maintenant en Afrique, moi, je ne suis pas, parce que ça ne va pas. La France a perdu. Elle a perdu quoi? Sa crédibilité dans tous les pays, même francophones, même anglophones.
Vous comprenez? Donc aujourd'hui, si les pays ont... Le Maroc a tendu de main à certains pays. Certains pays ont demandé à aider. Maintenant, le Maroc est souverain, comme je viens de le dire. Cette représentante française... Vous parlez de Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. Qui a dit que le Maroc est un pays souverain. Ah ouais, bien et sûr. le Maroc est en droit d'accepter l'offre de qui que ce soit. Mais ce Maroc-là qui a refusé automatiquement l'offre de la France, moi, c'est une décision saluée. Et je sais que les gens qui me voient maintenant parler de cela sont d'avis avec moi que aucun pays africain, aucun pays africain ne veut plus cette cour que la France fait aux gens. Aujourd'hui, quand on parle de l'Angleterre, quand on parle etc., qui peuvent venir aider le Maroc. Mais le Maroc, dans ces pays, a déniché la France, dit que je veux tout sauf la France. Mais moi, je veux tout sauf la France. Le Maroc a rejeté plusieurs offres également. Je sais pas on a refusé. La façon de fustiger l'offre de la France, moi, là où moi je suis, j'ai accueilli ça et j'ai fêté ça aujourd'hui. Ça, je vous le jure. Parce que quand Corona, ou bien Corona. Catherine Colonna, vous parlez de la ministre. Oui, bien sûr. D'accord. Puisque la journaliste qu'il avait reçue avait dit que le fait que le Maroc accepte l'offre de l'Angleterre, du Royaume-Uni, n'est pas quelque chose qui est caché quelque part. Il a dit que non, que le Maroc est un pays souverain. Et je demande ici que la France n'a pas la voix de n'importe qui. Transcende cette souveraineté qu'on reconnaît pour le Maroc dans d'autres pays africains. C'est de ça que moi je parle. C'est pourquoi le fait que le Maroc fustige de manière réglementaire l'offre de la France, moi je suis pour. Je n'aime même pas quelque chose à dire, à sortir de mon analyse contre cela. Ça c'est juste. Le Maroc est libre de choisir qui peut l'aider ou pas. Pas compte tenu de la relation qui lie ce Maroc-là à les pays auxquels il a accepté ses offres. Donc moi, ça, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce refus du Maroc contre la demande. Et ce qui est encore important, c'est quoi? Il faut le souligner. C'est la France qui demande. C'est la France qui a demandé, je veux vous aider. Et on dit merci. Nous n'avons pas besoin de votre ordre, mais on a besoin d'autres. C'est ça qui a enveloppé, qui a encore tué la toile. C'est de ça que les gens disent. Pour la première fois, la France a demandé, on a refusé. Et je loue la souveraineté du peuple marocain. Ça, vraiment, ça, c'est la souveraineté assumée. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'ils sont à l'autre côté de la mer que tout ce qu'ils vont dire que le pays africain. Quoique, entre-temps, le Maroc dit qu'ils sont africains par erreur. Parce qu'à cause de leur peau, aujourd'hui, ils ont refusé. Ça, c'est pas une position officielle. Non. C'est une manière de faire savoir à la France que la peau peut être blanche, mais les visions peuvent différer. Ça, j'ai accepté ça. J'ai accepté tout ça. Merci beaucoup, bon enfant. Bovi, Achraf, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer cette position du Maroc qui a accepté certaines offres, mais a rejeté finalement celle de la France? Nous parlons, vous disiez tout à l'heure, pourquoi on fait fixation sur la France? Parce que nous savons que la France est plus présente dans les pays africains, surtout dans les pays africains francophones. Quand le Maroc va accepter, par exemple, l'offre de l'Espagne, quand le Maroc va accepter le Royaume-Uni, par exemple, et qu'à côté, la France fait son offre et qu'elle est rejetée, il y a quand même de quoi s'interroger. Oui, il y a de quoi s'interroger. Moi, je ne trouve pas vraiment très élégant le refus, par exemple, du Maroc de ne pas recevoir, disons, l'aide française. Je ne trouve pas très élégant. Moi, je crois, déjà pour commencer, moi, je suis un Africain décomplexé. Je crois que la plupart de nos compatriotes font une fixation sur la France, c'est-à-dire ils ont du mal à se débattre. Ils sont tellement nostalgiques, disons, de l'empire colonial français.
et qu'ils ont du mal à s'enfranchir de certains nombres de choses. Je crois qu'il faut le souligner. Moi, je crois, oui, certes, il y a des rapports conflictuels aujourd'hui entre le Maroc et la France. Et vous le savez très bien. Et il y a la question du Sahara occidental. Aujourd'hui, c'est une question d'ordre international qui n'est pas évacuée. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, on parle de l'autodétermination des peuples, mais vous avez le Maroc qui est en train qui continue aujourd'hui de coloniser un territoire qui s'appelle le Sahara occidental. On a les indépendantistes, le Polisario aujourd'hui qui revendique l'indépendance totale, soutenu par l'Algérie, bien sûr. Justement. Soutenu par l'Algérie, bien sûr. Et aujourd'hui, on connaît la position de la France. Et je crois que la position de la France sur la question du Sahara occidental vraiment doit être saluée, puisque la France préconise la solution, disons, l'indépendance du Sahara occidental sous l'égide ou la résolution du contentieux territorial entre le Maroc et le Sahara occidental sous l'égide des Nations Unies. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la France croit aux vertus du multilatéralisme et croit que la résolution du contentieux entre les deux territoires peut passer par l'égide des Nations Unies, ce que le Maroc désapprouve. Il y a également la question du Pegasus, où le Maroc a espionné, disons, le téléphone d'un certain nombre d'autorités des politiques français avec l'aide d'une société. C'est que le Maroc n'en a jamais approuvé. Donc, oui, non. Donc, On peut parler, bon, disons, on va s'exprimer quand même au conditionnel. Au conditionnel. Ça aussi, c'est également un contentieux. Il y a également la reconduite des immigrés qui sont en situation irrégulière en France également aux frontières. Vous avez un accord entre le Maroc et la France. Vous avez un pays qui refuse aujourd'hui d'observer un certain nombre de clauses contractuelles qui le lient à un pays. À un moment donné, la France a tout à fait raison de s'offusquer. Pour ceux qui connaissent un peu le droit administratif, il y a par exemple en 1971 un arrêt de la Chambre administrative de Paris qui a véhiculé par exemple la régistie, par exemple. Dans le temps, c'était le regroupement familial. Aujourd'hui, en France, le regroupement familial n'existe plus. C'est-à-dire que vous avez une immigré, vous ne pouvez plus amener votre famille du bled, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc aujourd'hui, la France a signé un accord avec le Maroc. Le Maroc refuse d'exécuter un certain nombre d'obligations à son égard. Et donc, vous avez un certain nombre aujourd'hui de conflits entre la France et le Royaume. Je crois que c'est le peuple marocain qui en pâtit. On ne peut pas... Je crois que le roi du Maroc est quand même assez rancunier. Pour moi, il aurait pu quand même... Non, je crois qu'il est quand même assez nous sommes dans une affaire diplomatique. Non, nous sommes dans une affaire diplomatique. Il a des raisons d'accepter ou de refuser. Monsieur Guillaume, nous sommes dans une affaire... Ça n'a rien à voir avec une rancune que ce soit. Nous sommes dans une affaire diplomatique et moi, je soupçonne la diplomatie marocaine, disons, d'être conduite par le ressentiment. Je trouve qu'il y a du ressentiment personnel là-dedans. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce ressentiment? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aura un ressentiment? Le fait qu'on dise non à la France? Non. Donc dire non à la France, c'est du ressentiment? Le fait qu'on dise non à la France, je crois que la France a respecté de manière rigoureuse la décision du Maroc de ne pas se faire aider. Ah oui, bien sûr. Où est le ressentiment alors? Non, le ressentiment, oui, le ressentiment dans tout ça, c'est-à-dire que c'est ce que je dis. Ceux qui commentent l'actualité, les professionnels du commentaire politique le disent très bien. C'est-à-dire que recevoir l'aide de la France, ça simulerait à quoi? Une force d'ingérence extérieure. Moi, je dis tout simplement qu'on peut avoir des rapports politiques décomplexés avec la France sans qu'on y voit une main invisible de l'ingérence ou de la subordination. À un moment donné, il faut qu'on s'affranchisse de certains nombres de choses. Vous avez aujourd'hui le peuple qui est meurtri par le séisme. Pour moi, toutes les aides sont les bienvenues. On ne peut pas être sélectif en disant non, on n'a pas besoin de telle aide, on n'a pas besoin de telle aide. J'estime que les Marocains ont le droit également d'avoir un certain nombre de privilèges, ont le droit d'avoir aussi un certain nombre de l'aide des pays extérieurs. Si la France décide d'aider le Maroc, qu'ils prennent acte et qu'ils acceptent l'aide. Maintenant, la position française est très claire. Le Maroc est un pays souverain, mais je me félicite quand même d'une chose, c'est-à-dire que M. Agbovi découvre aujourd'hui que la France respecte la souveraineté de certains nombres d'États, puisqu'il a dit très bien que la ministre des Affaires étrangères, Colonna, a pris acte du refus du Maroc de se faire aider. S'il a compris, je me félicite quand même de cette avancée majeure. Alors, vous parlez tout à l'heure de cette position du Maroc. Est-ce que sur le plan technique, l'offre de la France fait le poids? Parce que là, on sait qu'on a pris
pris certains pays qui ont des particularités. On a pris l'Espagne, on a pris les Émirats arabes unis, on a pris le Royaume-Uni, on a pris l'Espagne. On sait que c'est des pays qui sont habitués à gérer ce genre de situations avec des dispositifs vraiment particuliers qui leur permettent d'arriver à bout. Est-ce que quelque part, ce n'est pas à cause de ces éléments-là qu'on aurait préféré prendre tel et ne pas prendre tel, mais aussi à cause des antécédents qu'on a vus dans d'autres pays? Oui, non. Je parle du cas de la Turquie, par exemple. On avait assez de pays qui avaient offert des dés, et puis puisqu'il y a certains analystes qui évoquent cet aspect-là aussi, qu'après, quand il y a trop d'aides qui viennent, on ne sait pas comment organiser, qui reste où, qui fait quoi, avec quel matériel, pour quel résultat, et puis finalement ça devient difficile à gérer. Est-ce que ce n'est pas pour autant, ce n'est pas pour cela qu'on a réduit le nombre d'intervenants étrangers pour être sûr de pouvoir mieux coordonner? Non, je crois si c'est vraiment le cas, je crois que je pourrais me faire le procès des compétences du gouvernement marocain, parce que la répartition de l'aide relève de quoi? De la compétence exclusive des autorités nationales. Et donc on est d'accord que quand il y en a trop, on a du mal à gérer. C'est pourquoi on a préféré réduire. Il n'y en a pas trop. Vous l'avez dit, c'est que pour aussi des raisons historiques, le Maroc a refusé de recevoir de l'aide. C'est pour cette raison que je parle du ressentiment. On ne peut pas se fonder sur des raisons historiques pour refuser l'aide d'un pays étranger. Quand on sait très bien que le peuple est meurtri. Lorsqu'on se retrouve dans une situation de cette nature, je suis désolé, toutes les aides sont les bienvenues. Aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la logistique, sur le plan de la prévision, d'un certain nombre de choses, le Maroc a suffisamment besoin de l'aide de l'aide française. Maintenant, s'arc-bouter sur des raisons historiques pour refuser cette aide-là, c'est pour cette raison que je parle du ressentiment. Si on veut avoir une diplomatie beaucoup plus efficace, je crois qu'il faut faire plutôt la primauté de la raison sur les émotions qu'on peut avoir sur un certain nombre de choses. Maintenant, je l'ai dit, la position française est très claire. Emmanuel Macron l'a dit, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, l'a dit. L'État marocain est un État souverain. Ils ont le droit de choisir, disons, les aides extérieures qu'ils jugent convenables, jusqu'à preuve du contraire. Alors, bon enfant Agbovi, est-ce que vous pensez que la question diplomatique serait la seule raison qui aurait poussé la France à dire non à cette offre plutôt le Maroc à dire non à cette offre de la France? Parce que selon certaines analyses, on a pris en compte plusieurs autres paramètres, par exemple le fait que quand il y en a tellement, on a du mal à gérer, et maintenant on fait le tri par rapport à ceux qui sont là, par rapport à leur capacité et aux résultats qu'ils peuvent donner sur le terrain, parce que les pays qui sont choisis ne sont pas choisis quand même au hasard. Ce n'est pas parce qu'on a rejeté la France qu'on est allé prendre par exemple le Niger, c'est pas parce qu'on a rejeté la France qu'on est allé prendre par exemple l'Algérie qui est à côté, avec qui on s'entend pas aussi, c'est pas parce qu'on a rejeté la France qu'on est allé prendre je ne sais quel pays, mais on a trié les gens sur le volet. Est-ce que au-delà de cette affaire diplomatique, il ne faut pas voir aussi une affaire de compétences et de résultats attendus de la part des partenaires? Justement, la réponse là se repose sur la souveraineté du Maroc. Je voudrais, avant de parler de ceci, rebondir sur ce que M. Achraf vient de dire. Quand il aurait traité le roi de rancunier, moi je n'ai pas accepté. Et je ne peux pas accepter ça. Si c'est parce que le Maroc du roi a refusé l'aide de la France, c'est ça qui lui fait parler, là ça je ne suis pas d'accord. Vous savez, c'est en Afrique subsaharienne que lorsque la France nous demande de venir faire quelque chose sur notre territoire, habituellement, nous acceptons avant qu'ils ne demandent. Mais là, la technologie est encore plus avancée et les gens là ont atteint un niveau. Donc j'aimerais dire à mon jeune frère que le roi a le droit de refuser l'offre de la France. Et ça n'a aucune affaire avec les rancunes. Ce qu'il a dit n'engage que lui. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Ce qui a vraiment poussé le roi ou le Maroc a refusé cette offre de la France, nous ne le savons pas. Maintenant, il a parlé de ressentiment et il a tenté de l'expliquer à sa manière. Il n'y a pas à faire de ressentiment là-bas. Moi, je repose tout sur ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons faire. Et c'est ça que le Maroc a dit. C'est ce que nous voulons. Très bien. En revenant sur maintenant, est-ce que tu as posé comme question, savoir que est-ce que c'est la détérioration de la diplomatie qui aurait fait, ou bien il y a d'autres choses, ça ne se retrouve pas sur autre chose. C'est pourquoi je dis que
le peuple marocain n'est pas si naïf. Même si d'aucuns disent ou bien sous-tendent que c'est à cause de la détérioration des relations diplomatiques qui aurait fait ça. Le Maroc a le droit de voir d'autres paramètres. Le Maroc, l'Espagne qu'on a cité, c'est des gens qui sont habitués. Hein, que ce soit inondation, que ce soit le feu, c'est des gens qui ont des matériels, c'est-à-dire la logistique possible pour pouvoir éteindre les choses là en un temps record. Si ça doit être le paramètre sur lequel le Maroc se repose pour accepter la venue ou bien l'aide de l'Espagne, mais ce serait bienvenu. Que ce soit aussi l'Angleterre, que ce soit aussi... L'Angleterre avec ses drones surtout, pour détecter les zones. C'est un problème d'infrastructure. Il ne faut pas que la France arrive sur ce territoire encore, au lieu de travailler, va commencer par utiliser la bouche là-bas. Vous comprenez? C'est ça que le Maroc refuse. Il faut venir travailler. On n'utilise pas la bouche pour se sinistrés. La grande diplomatie, la France prétend être le pays le plus diplomate du monde. Vous comprenez? Et c'est ça que le Maroc n'est pas. C'est quelque chose. Il y a des vies, il y a des pertes de vie. Je dis, il y a des pertes de vie. Chaque fois, on sort des effectifs de Marocains qui sont morts. Donc, il faut venir travailler. Ceux qui doivent travailler sont tamisés. Et dans cette liste, la France ne s'y trouve pas. On ne doit pas faire de polémique. Aujourd'hui, je passe par les zones de Niwativila pour dire bien des choses à Cristiano Ronaldo qui, en écoutant ceci, a fait quoi? A libéré son hôtel pour servir de refuge aux gens. C'est des actes concrets là que nous voulons. Il ne faut pas venir sur le terrain pour faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, le Maroc a choisi ses partenaires qui pouvaient l'aider. Que les gens pensent, j'arrive, j'ai la parole, que les gens pensent que ce soit la détérioration de la relation diplomatique, en dehors de ça, moi je salue quand même l'initiative, mais en dehors de ça, le Maroc a le droit de savoir pourquoi je dois faire venir ceci ou cela. Et aujourd'hui, comme tu viens de le dire, ça doit aussi se reposer sur la logistique. Ouais, non, la compétence et la logistique. Alors, celui qui a l'habitude de faire la chose, vous comprenez? Mais le Maroc dit que je vais composer avec lui là, etc. Alors que mon cher Achraf dénonce le fait que le Maroc ait refusé c'est-à-dire l'offre de la France. Et il dit que ce n'est pas... Et les autres aides d'ailleurs. Pardon? Et d'autres aides si vous aurez refusé. Quand le Maroc aurait besoin, s'il vous plaît, on va y aller calmement. D'autres aides, c'est le Maroc qui formulerait. Le Maroc aujourd'hui a dit que ce qui prévaut chez moi n'est pas de la compétence de la France, mais de la compétence d'autres pays. Si le Maroc aurait à formuler une autre, comment l'appelle-t-on, à formuler autre chose comme aide venant de la France, le Maroc le ferait. Non. Pour l'heure, le Maroc, et nonobstant, c'est-à-dire la détérioration des termes diplomatiques, le Maroc se base sur autre chose, la logistique, la compétence, etc. Et le Maroc choisit l'Espagne, je viens à vous. l'Espagne, le Royaume-Uni, merci beaucoup, Agbovi. Oui, je sais que au-delà de la France, on a rejeté plusieurs pays. Je veux parler d'Israël également. Je sais que c'est sûrement d'Israël que vous voulez parler, parce que les relations aussi entre le Maroc et Israël ne sont pas aussi ça depuis quelques moments. Non, je dis tout simplement qu'on ne peut pas prospérer politiquement sur la misère du peuple. Je suis désolé. C'est pour cette raison que je parle du ressentiment. C'est pas parce qu'il y a vous avez des problèmes diplomatiques avec un certain nombre de pays qu'il faut refuser de leur aide. Vous les soupçonnez de quoi? Est-ce que l'Espagne, le Royaume-Uni étaient venus et que la crise là n'est pas jubilée? Je ne sais pas si vous avez... Mais il pouvait dire ça, Monsieur Agbovi, s'il vous plaît. Ce qui est en train de dire, c'est de porter de l'atteinte sur le pays s'il vous plaît. Est-ce que l'Angleterre, l'Espagne... S'il vous plaît, monsieur Agbovi, vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Non. Il est en train de nous amener sur un terrain glissant. Merci il faudrait juger quand les pays dont l'offre a été acceptée sont venus, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils sont venus faire. En ce moment, il peut dire ça. Aujourd'hui, on a ciblé les gens pour venir faire un travail. Les gens ne sont pas encore venus.
Il ne faut pas qu'ils disent qu'on se base sur la misère du peuple. Non, ça, je n'accepte pas. Le Maroc a bien pesé et sous-pesé sa décision avant de refuser l'offre de la France. Il faut qu'il sache ça. Très bien. Et c'est bon? Je voudrais que vous respectiez le débat. Je vous coupe la parole quand je veux. Je vous la redonne quand je veux. Ashraf, vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous allez garder le silence et l'écouter, s'il vous plaît. Je vais dire tout simplement que on ne peut pas prospérer sur la misère du peuple. Ce n'est pas parce qu'on est dans un rapport conflictuel avec un État qu'il faut refuser l'aide. C'est pour cette raison que je dis, le Maroc soupçonne la France et l'Israël de quoi? D'avoir un plan machiavélique, c'est-à-dire que... non, le Maroc n'a jamais dit ça non, aussi. Non, je ne dis pas. Je dis soupçonne de quoi? Pourquoi refuser? Qu'est-ce qui peut motiver? Pourquoi Quand nous prenons les aspects techniques, je venais d'énoncer un certain nombre de principes qui pourraient expliquer. Je ne suis pas dans la tête du roi Mohamed VI pour savoir pourquoi il a de... S'il vous plaît, vous ne pouvez pas comprendre mon temps de parole. Alors, vous comprenez pourquoi... Oui, effectivement. Rappelez-vous les raisons que j'avais évoquées, les raisons techniques surtout. On peut trouver des raisons qui motivent, qui expliquent cette... Mais on ne peut pas me dire que la France et l'Israël ne sont pas des pays qui sont technologiquement avancés. Ils peuvent quand même apporter leur rapport. Je ne sais pas si vous avez... Je ne refuse pas. Oui, il suffit tout simplement de lire l'allocution d'Emmanuel Macron pour voir que sur le plan de la logistique, sur un certain nombre de choses, la France pourrait aider. Ça, c'est clair. Aider. Mais est-ce qu'il ne revient pas au Maroc de décider de qui va l'aider ou pas? Effectivement, je dis, il revient au Maroc de décider. C'est pour cette... Mais je dis... Alors, où se pose le problème? Je dis, la souveraineté, la question de... On ne peut pas se fonder sur la souveraineté pour prendre un certain nombre de résolutions. Je vous donne un exemple. Le président tunisien avait fait une déclaration dénonçant une vague massive d'immigrants d'Afrique du Sud, du Sahara, puisqu'il parle de remplacement de peuple. Est-ce on pouvait tout simplement saluer cette sortie du président tunisien en disant que non, mais il incarne la prééminence institutionnelle et que, eu égard de la souveraineté de la Tunisie, il pouvait chasser les Noirs ou les ressortissants d'Afrique du Sahara de la Tunisie. On pouvait se fonder sur la souveraineté pour expliquer une telle décision. C'est pour cette raison que je dis, on ne peut pas se fonder sur la souveraineté pour expliquer tous les événements. Pourquoi je parle de ressentiment? Je parle du ressentiment aujourd'hui parce que la France, sur la question du Sahara occidental, est très claire. Il parle d'une solution négociée sous l'égide des Nations Unies. Alors que le Maroc attendait de la France qu'il avalise. Disons, la colonisation du territoire. En fait, le Maroc a un principe clair. Vous soutenez le Maroc, vous le dites clairement. Vous ne faites pas un double jeu, vous n'attendez pas les Nations Unies. Vous êtes d'accord que le Maroc a une domination sur le Sahara occidental, vous le dites. Non, je ne rappelle que la position officielle du Maroc. Si vous êtes pour le Maroc, vous le dites. Si vous êtes contre le Maroc, vous le dites. Pour le Maroc, c'est comme ça. Sur les questions internationales de cette nature, qui a habilité à régler des conflits de cette nature? C'est les Nations Je ne Unies. refuse pas, mais les pays se prononcent en dehors du Conseil des Nations Unies. C'est pour cette raison qu'il parle d'une solution négociée. Et le Maroc désapprouve la position française sur la question du Sahara occidental. Sur la question du refoulement disons, des Marocains en situation irrégulière en France. On sait très bien qu'au Maroc, vous avez un certain nombre de nos compatriotes qui sont pourchassés. Ouais. Mais la France ne le fait pas. La France ne pourchasse pas les Marocains. Il dit tout simplement, dans un cadre concerté, nous les refoulons parce qu'ils sont en situation irrégulière. Est-ce que le Maroc respecte les accords signés avec la France? Non, c'est ce que la France également dénonce. C'est pour cette raison que je parle de ressentiment, parce que le Maroc n'est pas d'accord avec le traitement que la France le réserve. Mais je dis, le traitement que la France réserve au Maroc aujourd'hui, c'est en toute légalité. Parce que sur la question du Sahara occidental, la position est très claire. Solution négociée sous l'égide des Nations Unies. Refoulement des Marocains en situation irrégulière, mais en respectant un certain nombre de principes, c'est-à-dire la dignité humaine. Donc, je crois qu'il faut éviter de faire la fixation sur la France. Je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a un discours panafricaniste qui consiste à accabler la France de tous les noms et à avoir des vues sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas dans ce cas. Il faut objectivement analyser les événements. Je dis tout simplement, et je chute par là, on ne peut pas prospérer politiquement, et je soupçonne le roi du Maroc, Mohamed VI, d'avoir une volonté manifeste de prospérer politiquement sur la misère du peuple en instrumentalisant le contentieux historique qu'il a avec la France. Merci beaucoup Ashraf, merci également à vous bon enfant Bovi. Nous rappelons que c'est de simples soupçons. Oui. Nous marquons la pause pour le journal puis on revient pour la suite de cette émission.